Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Relax général requise dans le procès des emplois présumés fictifs de la ville de Paris pour l'ancien président Chirac et ses 9 coprévenus. Il n'y a pas de système frauduleux et encore moins mafieux, a répété le parquet. Totalement caricatural, a rétorqué l'association Anticorps Réaction. Sur ce sujet et d'autres, de notre invité, le socialiste André Valigny, en charge des questions de justice au PS. Le conflit au Proche-Orient risque d'empoisonner le printemps arabe. Cette mise en garde de Nicolas Sarkozy à New York intervient au moment où la tension est à son comble entre Palestiniens bien décidés à déposer aux Nations Unies leur demande pour un État et Israéliens bien décidés avec l'appui des Américains à leur faire barrage. Le retour de flamme pour Standard & Poor's après avoir dégradé la note italienne en invoquant entre autres l'instabilité de la majorité de Silvio Berlusconi. L'agence de notation subit un tir groupé de différents responsables européens et américains l'accusent de s'immiscer dans un domaine qui n'est pas le sien, la politique. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud dans un instant. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Pas de système frauduleux. La phrase est sans ambiguïté. Pour le parquet, les emplois litigieux de la mairie de Paris ne sont pas fictifs. En conclusion, et sans surprise, c'est la relaxe générale qui est requise pour le grand absent, Jacques Chirac. Et les 9 autres prévenus, l'association Anticorps a dénoncé ce soir un réquisitoire totalement caricatural. Saveria Rojek. Rien ne permet d'établir le caractère fictif des emplois de la ville de Paris. C'est le réquisitoire auquel se sont livrés les procureurs. Les 28 emplois litigieux avaient bien une utilité selon le parquet. La théorie affirmait avec un peu de légèreté qu'il y aurait eu un sombre complot permettant d'engager la vingtaine de personnes dont le contrat est aujourd'hui discuté me paraît avoir été mise à mal par Madame de Léris, l'un des 2 procureurs. Ni système frauduleux, ni financement occulte. Tout juste, les procureurs relèvent-ils des procédures manquant de rigueur administrative, des procédures de recrutement dont Jacques Chirac n'est pas responsable. Un réquisitoire caricatural pour les parties civiles. On a défendu l'indéfendable en venant justifier ou tenter de justifier la réalité d'emplois dont la défense ne conteste même pas qu'ils n'ont pas servi la mairie de Paris. Donc je trouve que là, on est à la limite de la caricature et c'est vraiment triste pour la France et pour la justice française. Ce soir, Arnaud Montebourg pour le PS parle de République corrompue. L'audience doit se poursuivre jusqu'à vendredi. Dans l'actualité, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a jeté un froid sur la planète financière en abaissant d'un cran la note de l'Italie pour la ramener à A contre A+ précédemment, soit un niveau inférieur à celle de la Slovaquie. Aussitôt annoncée, la décision a été critiquée. Fabrice Cunet. Des chiffres et un scénario catastrophe. En plein doute autour de la situation en Grèce et en Italie, le Fonds monétaire international se montre très pessimiste. La croissance de la zone euro se limitera à 1,6% au lieu des 2% annoncés pour 2011. Pire, le FMI craint que la fragilité de cette zone euro finisse par atteindre le système financier mondial. Tout sauf une surprise pourtant pour la Commission européenne. Il est important de réduire les dettes souveraines des États sans plus attendre. Sans une solution rapide, la facture finale va s'alourdir et les banques ne pourront plus assumer leur rôle clé dans le système financier européen. Pour le FMI, l'Europe doit mettre en œuvre rapidement le fonds de soutien aux pays fragiles décidé en juillet dernier. Mais pour ce fonds, comme pour les différents plans d'austérité, le temps politique n'est pas le temps économique. Il est difficile de se mettre d'accord parce qu'on demande des efforts très importants au pays. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Et il y a un décalage entre le temps politique et le temps des marchés. Évidemment, les marchés demandent des réponses immédiates, ce que les gouvernements ne sont pas en mesure de leur offrir. Ces annonces du FMI interviennent alors que se négocie le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce et surtout à quelques jours de la décision allemande de débloquer des fonds. La zone euro est décidément sous pression. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas les seules à se plaindre d'un resserrement du crédit bancaire. Les départements et les régions aussi. Et vous allez voir que les conséquences sur notre vie quotidienne sont immédiates. Les détails avec Thomas Raguet. La tendance date du mois de juin dernier. Départements, régions et communes se retrouvent confrontés à un assèchement des crédits que leur accordent les banques. Quand elles en obtiennent un,
Le montant peut être jusqu'à 5 fois moins élevé que la somme demandée. Les conséquences en matière d'investissement sont immédiates. On va être obligé d'arrêter des investissements. Il y a des collèges qui ne vont pas être réalisés, restructurés. Il y a des maisons de retraite qui devaient être construites, qui ne le seront pas. L'entretien routier ne sera pas totalement assumé. Donc, progressivement, il va y avoir incontestablement des traces physiques dans nos territoires de cette réalité financière à laquelle nous sommes confrontés. En cause, les nouvelles normes bancaires de Bâle III. Des normes qui obligent les banques à renforcer leurs fonds propres. Elles ont par conséquent moins de fonds à prêter. Face à cette nouvelle donne, des associations d'élus proposent de contourner les banques. On pourrait imaginer et mettre en place une agence publique de financement des collectivités locales qui ferait appel au marché obligataire avec des taux d'intérêt mieux maîtrisés, pas de marge, et puis à la sortie, donc un profit intéressant en termes de liquidité et de durée des emprunts pour les collectivités. La Cour des comptes a donné son accord de principe et une proposition de loi devrait être votée avant la fin de l'année. Dans un instant, c'est l'interview politique du 22h avec André Valigny. Bonsoir, bienvenue à vous. Soutien de François Hollande, grand connaisseur des questions de justice. Merci d'être avec nous ce soir. Alors d'abord, le décryptage économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. La note italienne dégradée, pourquoi ? Pour deux raisons. Alors, il y a une qui est traditionnelle, qui est classique. On a eu ça pour la Grèce. Standard & Poor's regarde les comptes et dit bon, vous avez 120% de dette de votre PIB, c'est beaucoup trop. Vous comptez aller à zéro en termes de déficit en 2013. Pour cela, vous prévoyez des économies de 50 milliards d'euros. Et pour les obtenir, entre autres, vous tablez sur une croissance de 1,1%. Et Standard & Poor's dit non, c'est pas possible. Vous ne ferez pas 1,1%. Vous ferez pratiquement moitié moins, comme le prévoit d'ailleurs le Fonds monétaire et la Commission européenne. Dans ces conditions, votre plan ne fonctionnera pas et ça suffisait pour dégrader. Mais là, l'intérêt, c'est qu'ils ajoutent un deuxième aspect. Ils disent, et en plus, vous n'avez pas la capacité politique pour imposer votre plan de 50 milliards dans la population italienne. Et donc on entre dans quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que généralement Standard & Poor's et les autres agences notaient les politiques économiques, mais là c'est plus les politiques économiques, c'est les politiques tout court, le personnel politique. Et effectivement, ça a soulevé un tollé aux États-Unis, ça a soulevé un tollé en Europe, parce que ces agences de notation sont en train de prendre un pouvoir absolument considérable. On tape dessus depuis maintenant 2 ou 3 ans, les gens ne les connaissaient pas auparavant, ces agences de notation, et maintenant elles se permettent d'empiéter sur le politique, bien que Standard & Poor's a publié un communiqué cet après-midi pour dire non, pas du tout, je fais des calculs traditionnels, mais non. Il y a un paragraphe qui est quand même assez révélateur. Et est-ce que cette dégradation, c'est un fardeau de plus pour les banques et surtout, notamment, pour les banques françaises ? Alors on s'y attendait, donc ce qui veut dire d'ailleurs qu'il n'y a même pas besoin de mettre ce paragraphe que nous venons d'évoquer, puisque même la bourse de Milan n'a baissé que de 1%, mais effectivement, ça complique un peu plus les affaires pour les banques françaises. D'ailleurs, aujourd'hui, BNP Paribas a baissé de 6%. On entre dans un domaine nouveau. Parce que pour la Grèce, BNP Paribas, c'est 4 milliards. Elle a 4 milliards d'investissements en Grèce. Mais si on passe à l'Italie, on passe à 21 milliards. Donc là, c'est pas pareil. Pour le Crédit Agricole, on est à 8 milliards d'euros. Et il s'agit simplement là de titres obligataires de l'État italien. Il faut savoir que BNP Paribas a des banques en Italie. Elle a une activité. C'est son 3e marché. D'abord la France, ensuite le Benelux et ensuite l'Italie. Donc une faillite de l'État italien, appelons ça comme on veut, c'est un problème pour l'ensemble de l'économie italienne et ça réagit sur BNP Paribas, sur l'ensemble des banques françaises. Ça s'ajoute à une réputation qui commence à être flétrie. On a appris aujourd'hui que Siemens avait 500 millions d'euros déposés de la Société Générale et a préféré les mettre qu'elle estime plus en sécurité et surtout plus rémunérateur à la Banque centrale européenne. On apprend que le petit groupe mythique de sites de rencontres a dit, son actionnaire qui est un Américain a dit non, plus dans les banques françaises notre argent, dans les banques américaines. On apprend que les banques françaises ont du mal à trouver des liquidités en dollars parce que les fonds monétaires américains sont réticents à leur prêter. Donc tout cela s'additionne et tout cela n'est pas favorable évidemment à l'évolution de la conjoncture française parce que c'est un handicap supplémentaire pour les banques françaises et donc pour le crédit et l'économie française.
Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous, on va continuer à parler de ce sujet avec André Vallini sur cette situation justement. La Grèce et puis l'Italie, est-ce que dans le prolongement de ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn, il faut aussi effacer la dette italienne après la dette grecque peut-être? C'est une perspective? Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire exactement. Il y a des interprétations différentes. Il n'a pas dit effacer. Il n'a pas dit effacer, il a dit prendre ses pertes. Moi je pense que devant tous ces déficits, il y a surtout en plus un déficit d'Europe. Un déficit de volonté politique, de leadership politique. Monsieur Sarkozy, Madame Merkel se rencontrent de temps en temps et il n'en sort pas grand-chose. L'Europe est totalement impuissante. L'Europe économique existe, l'Europe commerciale aussi, l'Europe sociale pas suffisamment, mais l'Europe budgétaire. Je parle devant un spécialiste. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je pense que Monsieur Gombault ne me démentira pas si je dis qu'il faudrait une harmonisation pour le moins de la politique budgétaire de chaque État, et aussi, bien sûr, de la politique. Si c'était François Hollande qui rencontrait Madame Merkel, ça prendrait un autre tour? Je pense que François Hollande serait sans doute plus convaincant que Nicolas Sarkozy, notamment sur l'émission d'euro-obligations. C'est une proposition très forte des socialistes. Monsieur Sarkozy semblait décidé à l'exiger de Madame Merkel et il a capitulé. Alors, dans l'actualité, André Vallini, c'est la relaxe aussi générale requise par le parquet, donc dans le procès des emplois dits fictifs de la ville de Paris, pour Jacques Chirac. Quelle est votre réaction? Ma réaction, sans vouloir aucun acharnement de quelque sorte que ce soit à l'égard de M. Chirac, qui est âgé et qui est très affaibli, et pour des faits qui remontent à une époque très ancienne, il n'empêche quand même que ces réquisitions du parquet sont aberrantes. Le parquet en France n'est pas indépendant. Je ne sais pas si le parquet a reçu des instructions dans cette affaire, mais le fait même qu'on puisse se poser la question, le fait même qu'il y ait un soupçon d'intervention du pouvoir exécutif, du gouvernement, plus haut encore que le gouvernement, du chef de l'État, sur le parquet, dans cette affaire ou dans d'autres affaires, Clearstream par exemple, ce soupçon tue l'esprit public qui devrait justement avoir confiance dans sa justice. Et bien en France, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice. Ils considèrent qu'elle n'est pas impartiale et qu'elle n'est même pas indépendante. La preuve, les réquisitions du parquet, un parquet qui a été totalement silencieux pendant tout le procès. Alors attendons le jugement. On n'en est qu'aux réquisitions du parquet. Attendons le jugement. En tout cas, cet après-midi, les procureurs, ils ont égrené un à un les emplois, les 28 emplois, pour dire qu'à chaque fois, c'est pas fictif, ça servait vraiment la ville de Paris. Quand on connaît un peu le dossier, je ne le connais pas dans le détail, je lis la presse comme vous, notamment sur les questions judiciaires, la plupart de ces emplois ne servaient pas directement la ville de Paris, et c'est un euphémisme. Donc ces réquisitions du parquet sont aberrantes, et elles vont faire beaucoup de mal, encore une fois, à la confiance que les Français devraient avoir dans leur justice. Alors toujours sur le volet justice, mais cette fois-ci aux États-Unis, la justice américaine a refusé de gracier un Troy Davis. C'est un prisonnier noir qui a été condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier blanc depuis toujours. Il clame son innocence. Il sera exécuté demain dans l'État de Géorgie par injection mortelle. C'est quelle Amérique celle-là ? C'est l'Amérique qu'on déteste, c'est l'Amérique barbare, c'est celle qui pratique la peine de mort, celle qui se croit obligée souvent de donner des leçons de démocratie à la terre entière et qui pratique la peine la plus barbare qui soit, comme la Chine, comme le Pakistan, comme les pires dictatures, la peine de mort. Donc cette Amérique-là, celle-là, je la déteste évidemment, je la combats avec d'autres, je suis militant de l'abolition de la peine de mort. Vous étiez beaucoup mobilisé, je dis au passage, pour la pakistanaise. Je suis toujours mobilisé en faveur de Asia Bibi qui est condamnée à mort au Pakistan pour avoir blasphémé. Elle est chrétienne emprisonnée au Pakistan et elle est menacée d'être exécutée d'un jour à l'autre. Voilà, il faut se mobiliser partout contre la peine de mort, bien sûr contre les dictatures qui pratiquent la peine de mort, mais a fortiori contre une démocratie, les États-Unis, qui pratiquent encore ce châtiment barbare. On va rappeler, se souvenir que la France vient de célébrer les 30 ans de l'abolition de la peine de mort. C'était il y a quelques jours, il y a 2 jours. C'était dimanche. Le 18 septembre, voilà. Alors, autre sujet, totalement différent. On va revenir à présent aux primaires socialistes. André Vallini, est-ce que vous êtes fébrile? Est-ce que vous êtes inquiet? C'est pas moi qui le dis, c'est le camp de Martine Aubry. Il le pense. À tort? Est-ce que j'ai l'air fébrile? Pour autant, nous ne sommes pas confiants. Avec François Hollande, nous sommes des gens sérieux, responsables, prudents, et nous ne considérons pas que nous avons gagné. Loin de là, même si les sondages sont toujours plutôt favorables. On a vu d'autres sondages dans d'autres élections.
être totalement à côté de la réalité des urnes. Attendons le 9 octobre, mais justement, jusqu'au 9 octobre, ne nous contentons pas d'attendre avec de bons sondages, on continue à faire campagne. Ce soir, François Hollande est à Montbéliard avec Pierre Moscovici. Il fait une campagne très active, très intense, il se déplace tous les jours. Nous-mêmes, autour de lui, on multiplie les déplacements, bien sûr. On va se battre jusqu'au bout pour rester en tête et l'emporter. Vous multipliez les déplacements et aussi les petites phrases, hein, comme dans une campagne. Vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à dégainer après la confirmation de Dominique Strauss-Kahn de l'existence d'une entente avec Martine Aubry. En quoi ce pacte, en quoi est-ce qu'il handicape Martine Aubry? Non, mais le pacte est derrière nous. On ne va pas faire campagne sur le pacte pendant encore plusieurs jours. Simplement. Vous en parliez hier. Hier, oui, mais hier c'était hier. Récent, hein. Aujourd'hui, on peut parler d'autre chose. Mais sur le pacte, ce que nous avons simplement voulu dire, c'est que certains, et notamment Martine Aubry, ont voulu nier ce pacte en disant non, ça n'existait pas vraiment. Martine Aubry. Elle a menti, comme le dit Ségolène Royal ce soir. Elle n'a pas dit la vérité, Martine Aubry. En tout cas, nous disons que ce pacte existait. Nous le savions. Tout Paris le savait. Dominique Strauss-Kahn l'a confirmé dimanche soir, et dans ce pacte, il était dit que le mieux placé devait y aller. C'était DSK. Et il l'a dit dimanche soir qu'il voulait y aller. Donc voilà, nous avons simplement dit gentiment que Martine Aubry n'est candidate que parce que DSK ne l'est pas. Oui, mais pourquoi, pour être président, il faut en rêver depuis des années, il faut le penser depuis tout petit. Non, il ne faut pas en rêver, c'est plus sérieux qu'un rêve, il faut le vouloir depuis des années, c'est le cas de François Hollande. Il faut s'y préparer depuis longtemps, mentalement, physiquement, politiquement, et François Hollande a construit son parcours depuis des années en ayant cet objectif. Et notamment depuis 3 ans, il s'est vraiment préparé, y compris mentalement, psychologiquement. Il est préparé, il est concentré. Martine Aubry, ce n'est un secret pour personne que de dire qu'elle est moins préparée, en tout cas depuis moins longtemps que François Hollande. Je ne veux pas dire pour autant qu'elle n'est pas apte à exercer la fonction. Je dis simplement que sur le plan de la préparation à la candidature présidentielle, François Hollande a de l'avance sur tous les autres. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous souhaitez que le débat à venir et surtout l'affiche des favoris Hollande-Aubry soit plus piquante, plus virulente pour le prochain débat? C'est un souhait ou vous le craignez? Non, pas du tout. Moi, je ne souhaite pas du tout que le débat soit virulent. Je pense que le premier débat s'est bien passé. Les candidats se sont respectés. Il y a eu quelques non pas accrochages, quelques discussions un peu fortes sur le nucléaire notamment. Mais c'est bien, c'est le débat qui veut ça. Mais pas d'accrochage, pas de virulence. Il faut que les choses restent bien maîtrisées. Les Français ont soif de débat politique, ils l'ont montré, ils aiment la primaire, ils s'y intéressent, à condition que la primaire ne dérape pas, et on va y veiller. Alors pour y arriver, François Hollande aura besoin d'une large majorité. Elle va d'où à où, cette majorité, André Vallini? Elle va d'abord de la gauche du Parti Socialiste à tous ceux qui sont ailleurs au Parti Socialiste qu'à la gauche du PS, à la droite du PS. François Hollande veut d'abord rassembler les socialistes. À la droite du PS, ça va jusqu'à... Non, dans le PS. Je parle des... Oui. François Hollande veut d'abord rassembler les socialistes. Est-ce que vous ouvrez les fenêtres et les portes? C'est d'abord aux socialistes de désigner leurs candidats. Et puis alors, au-delà du PS, les sympathisants, qu'ils viennent du centre, qu'ils viennent de l'extrême gauche, tous ceux qui ont vraiment envie d'en finir avec le sarkozysme, doivent se dire qu'il y a un candidat qui peut battre Nicolas Sarkozy, en tout cas les sondages le montrent, c'est François Hollande. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu aux primaires, même si les gens ne sont pas vraiment proches du PS, qu'ils viennent, je le répète, de l'extrême gauche ou du centre, mais qui veulent un candidat socialiste crédible qui puisse battre Sarkozy, ils doivent venir voter pour Hollande. Voilà le lieutenant de François Hollande, André Vallini. Autre sujet d'actualité ce soir, c'est la tension qui monte à New York aux Nations Unies. Les Palestiniens sont bien décidés à déposer leur demande d'un vote d'adhésion pour un État palestinien. On en parle dans un instant avec vous, mais d'abord on va écouter sur ce sujet Nicolas Sarkozy. Il y a eu une bonne nouvelle, les révolutions arabes. Les jeunes arabes qui sont descendus dans la rue avec un discours que nous autres en Occident et en Europe, nous n'imaginions pas. Ils ne sont pas descendus pour dire « à bas l'Occident »,« à bas la France »,« à bas les États-Unis »,« à bas Israël ». Ils sont descendus pour dire « nous voulons des emplois, des études, la démocratie, nous voulons la liberté ». Alors en réaction, ce soir, Martine Aubry estime que la France doit dire qu'il faut reconnaître un État palestinien. Est-ce que sur ce sujet, il y a convergence ? Oui, il y a convergence, bien sûr, avec Martine Aubry, avec tous ceux qui souhaitent un État palestinien. C'est bien la moindre des choses qu'on arrive enfin à obtenir un État palestinien. Je suis sensible aux arguments des Israéliens qui disent que les Palestiniens risquent d'être déçus parce que l'État palestinien, s'il est créé par les Nations Unies, sera un peu théorique.
Et les jeunes Palestiniens risquent d'être assez vite déçus. Malgré tout, après avoir beaucoup réfléchi, je pense qu'il faut franchir ce pas et je soutiens donc la résolution que Mahmoud Abbas veut faire voter par l'Assemblée générale des Nations unies pour la reconnaissance d'un État palestinien. Eh bien, c'est clair. Merci beaucoup André Valine d'avoir été notre invité ce soir et merci beaucoup Jean-Louis. Je vous dis à demain. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en images. Il est préparé ce soir par Jérôme Rabier. À 18 ans, les jeunes Français devront faire allégeance aux armes de la France. C'est l'une des 29 propositions présentées aujourd'hui par l'UMP, un serment calqué sur le modèle américain au cours duquel les jeunes Français s'engageraient à se battre pour leur pays. Au nom de la cohésion nationale, les Français naturalisés feraient de même. J-5 et les espoirs du PS qui s'envolent alors que le Sénat pourrait basculer pour la première fois de son histoire à gauche dimanche. Le président du groupe socialiste au Sénat doute. Nous avons quasiment toutes les régions sauf une, 60% des départements, une très grande victoire aux élections municipales. La question qu'on devrait poser, enfin on devrait même affirmer, le Sénat va passer à gauche. Et pourtant, l'alternance risque une fois de plus de ne pas se produire parce que nous sommes dans un combat inégal. Le mode de scrutin favoriserait les élus des petites communes qui votent traditionnellement à droite. Jean-Pierre Bel d'accord avec Gérard Larcher. Le président du Sénat estime que la droite conservera sa majorité. Les élections sénatoriales ne doivent plus apparaître pour ce qu'elles sont, des élections de notables qui se déroulent entre initiés d'une caste et dans l'indifférence générale des Français. C'est un système cadenassé, une assemblée verrouillée par les partis traditionnels, qui creuse le fossé entre des électeurs qui ont l'impression de ne pas être entendus et des élus qui, en raison du mode de scrutin, sont confortés dans l'idée de ne pas avoir de contrat à rendre à l'opinion publique. L'extrême droite critique le Sénat mais présente des candidats. 36 dans les 38 départements renouvelables. Aujourd'hui, le parti frontiste ne compte aucun élu au Sénat et cela risque de durer. Malgré une dose de proportionnelle, le FN ne compte que 50 grands électeurs déclarés sur 70 000 votants. Lorsque des propositions de cet ordre m'ont été faites, les porteurs de valises se souviendront assez longtemps des réponses qu'ils ont entendues. C'est juste pour dire qu'on peut dire non. François Bayrou a été approché par des porteurs de mallettes de billets et les a congédiés. Alors que les affaires Bourgi et Takedine sur des financements occultes de politiques français défrayent la chronique, le président du MoDem se positionne. La négociation plutôt que le passage en force à l'ONU à 3 jours du dépôt de demande de reconnaissance d'un État palestinien, les Amis d'Israël pour la paix ont réuni des élus dans un théâtre parisien ce soir. Jean-Marie Bockel, Claude Goesgen ou encore Édith Cresson pour peser sur le choix de la France. En déplacement à l'ONU, Nicolas Sarkozy doit rencontrer le Premier ministre israélien demain. Les associations tirent la sonnette d'alarme. L'aide alimentaire européenne aux plus démunis risque fort de s'arrêter et ce sont plus de 130 millions de repas qui ne seront plus servis. La France dénonce ce soir cette décision inacceptable, mais pour le moment, les pays membres de l'UE ne trouvent pas d'accord. Simon Barbary. Au sein des associations, on parle déjà de tsunami alimentaire. Selon leurs responsables, elles risqueraient de distribuer 130 millions de repas en moins l'an prochain. L'année dernière, nous avons distribué au Secours populaire 90 millions de repas, c'est-à-dire autant que nos amis des Restos du Cœur. 90 millions de repas. Eh bien, dans ces 90 millions, il y en a la moitié qui proviennent de l'aide alimentaire européenne. C'est à Bruxelles qu'il faut chercher l'origine de l'inquiétude des associations caritatives. Ce midi, les pays membres de l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord pour maintenir en l'état le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. 6 pays sur 27, parmi lesquels l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'y sont opposés. Depuis 25 ans et sous l'impulsion du président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors, et de l'humoriste Coluche, un programme européen permet de distribuer une aide alimentaire à plus de 13 millions de personnes, dont 4 millions de Français. Mais la crise est passée par là. Depuis 2 ans, l'Europe s'est vue contrainte d'acheter des produits alimentaires sur le marché. Des achats rejetés en avril dernier par un arrêt de la Cour européenne de justice. Depuis, c'est l'impasse. Faute d'accord, l'enveloppe d'aide pourrait passer de 480 à 113 millions d'euros. Et notre invité sur ce sujet, Didier Pierre, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de l'action sociale de la Croix-Rouge. Dites-nous, pour qu'on comprenne bien, quelles sont les conséquences en France de cet arrêt de l'aide européenne ?
Elles sont claires. Aujourd'hui, le budget était pour l'année 2011 de 78 millions d'euros. Il va passer pour 2012 à 15 millions d'euros. Ça veut dire concrètement que pour une association comme la Croix-Rouge, par exemple, qui distribue à peu près 60 millions de repas, c'est grosso modo 11 millions qui vont disparaître. Et encore, on n'est pas les plus en difficulté, si je puis me permettre de dire ça, puisque on vient de voir le secours populaire, c'est 50%. Alors que nous, on est plutôt le plan européen, enfin l'aide européenne est de 25% pour la Croix-Rouge. Oui. Je vous en prie, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à ces responsables européens qui ne trouvent pas d'accord? Je trouve que c'est quand même. D'abord, nous sommes très déçus. On s'attendait que ce ne soit pas simple, mais on est extrêmement déçus. Mais on est même plus que déçus, c'est qu'on est fâchés parce que je vous l'avais dit, le reportage l'a dit tout à l'heure, et on le voit bien. Aujourd'hui, la précarité augmente. Les statistiques de l'INSEE pour la France montrent une précarité plus importante, et en plus les chiffres sont des chiffres de 2008, donc je ne sais pas ce que ça va donner pour 2011. Nous repérons aujourd'hui, nous, dans nos délégations ou dans nos établissements, des populations qui ont changé, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui sont des retraités, des gens personnes qui ont travaillé dans toute leur vie, des travailleurs, mais des travailleurs pauvres, mais même aujourd'hui des travailleurs qui sont au SMIC, et puis des jeunes. Ça veut dire qu'on a une population qui a changé, et ce que ne se rend pas compte, et c'est pour ça que nous sommes très très inquiets, très fâchés, c'est qu'aujourd'hui il y a une partie de la population qui est au-dessus du seuil de pauvreté, et qui est extrêmement impactée, et qui vient dans nos distributions alimentaires en général pour compenser les coûts de l'énergie, du loyer, etc. Donc c'est vraiment, la situation est grave, et pour l'Europe, c'est quand même 13 millions de personnes qui bénéficiaient du PEAD. S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Écoutez, aujourd'hui, les associations, et je rappelle que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit le Secours Populaire ou la Fédération des banques alimentaires, on s'est réunis hier. C'est pas souvent que 4 associations comme ça, depuis plusieurs mois, ameutent les parlementaires, essayent d'expliquer les difficultés. On n'est pas pétitionnaire, on est rarement, et si on l'a fait, c'est parce que la situation est grave. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Déjà, on est un peu en difficulté parce que c'est reporté en octobre. On va aussi, bien évidemment, se retourner vers notre gouvernement pour nous aider, parce que je rappelle quand même que ces produits sont des produits de matières premières qui sont fabriqués par des industriels, qui sont choisis. Ça prend du temps. Ça veut dire que tout retard va impacter la distribution pour l'année 2012 et surtout pour le premier semestre. Chaque minute compte. En tout cas, effectivement, la décision, si elle avait été positive aujourd'hui, permettait d'être à peu près dans les clous, si je puis me permettre, et en tout cas de distribuer correctement au début de l'année prochaine. Là, aujourd'hui, la situation est remise en cause. Donc, on a alerté le gouvernement, on souhaite le rencontrer assez rapidement. Alors, avec cette mauvaise nouvelle, cette information, et puis la crise aussi, Didier Pierre, comment elle s'en sort, la Croix-Rouge française? Écoutez, la Croix-Rouge française, en tout cas, je peux le dire à la fois elle s'en sort parce qu'elle a énormément de bénévoles qui se mobilisent. Je rappelle que quand même, par exemple, autour de l'aide alimentaire, puisque c'est le sujet, c'est 14 000 bénévoles toute l'année qui se mobilisent. Donc ça veut dire que la société civile est pour nous extrêmement importante. Je le disais tout à l'heure, sur l'aide alimentaire, plus précisément, c'est 25% pour le PAD, enfin pour l'Europe, et puis le reste, c'est la ramasse pour 35%, c'est-à-dire qu'on va dans la grande distribution. Et puis pour 30%, c'est les activités de la Croix-Rouge, qu'elles soient dans leur activité de vestiaire ou d'estiboutique, qui récupèrent des fonds pour permettre d'acheter des denrées. Donc on va avoir du mal à s'en sortir parce qu'on n'a pas le temps de se retourner, d'où la demande, c'est que pour 2012, il nous faut vraiment une solution de sauvegarde. On n'est pas non plus à ne pas réfléchir à une modification dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, mais il faut absolument répondre tout de suite. Attentif à votre rencontre et aux suites qui seront données. C'est gentil. En tout cas, je vous remercie que ça soit si bien relayé par les médias depuis 2 jours. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre avec la relaxe générale requise dans le procès des emplois. Présumé fictif de la ville de Paris pour l'ancien président Chirac et ses 9 co-prévenus. Il n'y a pas de système frauduleux et encore moins mafieux à répéter. Le parquet totalement caricatural a rétorqué l'association Anticorps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, l'émission politique Preuve par 3. Belle soirée à vous et à demain.
Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir et merci d'être avec nous. Hier, soutien inconditionnel de Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, vous êtes derrière François Hollande. C'est votre candidat de substitution ? Non, c'est pas mon candidat de substitution. D'ailleurs, il ne m'avait pas demandé la permission pour être candidat avant que Dominique Strauss-Kahn ne soit amené à se retirer de la compétition. Donc effectivement, c'est un candidat à part entière. Bon, vous nous direz si c'est le candidat de substitution. En tous les cas, c'est l'avis de Benoît Hamon, lui qui soutient Martine Aubry. On en parlera tout à l'heure. Je crois que personne ne va se faire des procès, parce que vous voyez, j'entends les uns et les autres. J'entends les uns et les autres en disant celui-ci c'est un candidat de substitution, l'autre c'est un candidat de substitution. Chacun est candidat maintenant et a le devoir de gagner. Alors, et du combat des primaires et du pourquoi de votre soutien à François Hollande sur le fond, sur son programme, il en sera question tout à l'heure avec Samir Tounsi de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous de Preuve par 3. Et puis vous nous direz si vous craignez le retour des idées obsolètes, celles que vous combattez au Parti socialiste, y compris et peut-être chez votre nouveau champion François Hollande. Perrine Tarnaud ensuite, dans la dernière partie de l'émission, viendra pour aborder votre ambition personnelle, vos ambitions personnelles et puis également les élections sénatoriales. D'abord, question pratique peut-être plus que politique, comment se déroulera la primaire à Lyon, Gérard Collomb? Vous aurez combien de bureaux de vote par exemple? Nous aurons 70 bureaux de vote. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait pratiquement autant de bureaux de vote, enfin de lieux de vote en tout cas, qu'il y en a pour les élections normales. Parce que vous comprenez, si effectivement vous dites aux gens, venez voter pour le Parti socialiste, pour désigner le candidat aux primaires, mais qu'ensuite c'est un espèce de jeu de piste où vous êtes obligé d'aller vous brancher sur Internet pour voir où vous allez voter, personne ne viendra voter. Or, si effectivement on veut inventer un système moderne de désignation, ce que nous voulons faire, il faut effectivement que tous les Français puissent venir de manière commode, comme ils vont voter aux élections. J'essaie de comprendre, de décrypter ce que vous dites. En fait, donc les bureaux de vote, ce sera dans les écoles, par exemple, prioritairement. Si vous voulez, les lieux... C'est ce que vous reproche l'opposition locale. On dit à Gérard Collomb, il met les moyens de la mairie au service d'un parti. À mon avis, si vous voulez, mon opposition, donc l'UMP à Lyon, est encore sur les vieux messages de l'UMP nationale. Vous savez, il y a toujours un temps de décalage. Et donc, c'était un temps où on disait, finalement, c'est très mauvais que le Parti socialiste fasse des primaires, il met l'argent public au service d'un parti. Puis aujourd'hui, j'entends les plus modernes dans l'UMP, par exemple, Madame Pécresse, dire on va bien être obligé d'y venir. Même Monsieur Estrosi, qui n'est pas forcément moderne, dire il faudra bien qu'on le fasse dans l'avenir. Et lui, par exemple, à Nice, met les mêmes moyens que ceux que je mets à Lyon et pour exactement le même prix. Combien 250 € par bureau de vote. D'accord, ça c'est ce que vous allez payer en tant qu'élu? Ce que le Parti socialiste va payer pour obtenir de la mairie. Il y aura des frais pour la ville, le gardiennage, l'électricité. C'est cela que nous allons payer. Ce sera une opération blanche pour la ville sur le plan financier. Ah bon? C'est une opération blanche. Rien pour les contribuables. Non, on a... Évidemment, on ne va pas faire payer par les contribuables l'organisation des primaires par le Parti socialiste. Donc, nous facturons au prix coûtant. Très bien. Donc ça, c'est votre réponse à l'UMP local à Lyon. Un peu attardé par rapport à l'UMP national. Voilà votre réponse. Est-ce que vous avez